Je pensais que 32 années de mariage signifiaient quelque chose. Je croyais qu'élever 2 enfants ensemble, construire une vie à partir de rien, sacrifier tout pour ma famille créerait un lien indestructible. Je m'appelle Roland Thatcher, et il y a 3 mois, j'ai découvert exactement ce que valait ma vie pour les personnes que j'aimais le plus. Quand le docteur Morrison m'a regardé dans les yeux ce mardi matin et a prononcé ces mots que tout être humain redoute, cancer du pancréas de stade 4, 6 mois tout au plus. Mon monde s'est effondré. La chambre d'hôpital stérile s'est mise à tourner, les néons m'ont paru aveuglants, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que j'avais besoin de ma famille plus que jamais. De leur amour, de leur soutien, de leur force pour affronter ce qui arrivait. Mais quand je les ai réunis pour le dîner du dimanche afin de leur annoncer la nouvelle, assis à la tête de la table où nous avions fêté 29 Thanksgiving et tant d'anniversaires, les premiers mots de ma fille Bridget ne furent pas « Je t'aime, papa », ni « Nous allons nous battre ensemble », ni même une larme pour le père qui avait travaillé jour et nuit pour payer ses études. Non, elle posa son verre de vin, me regarda droit dans les yeux et demanda « Alors, quand est-ce qu'on lit le testament ?» Mon fils Colton, le garçon à qui j'avais appris à lancer une balle de baseball, celui que j'avais réconforté la nuit quand il faisait des cauchemars, éclata de rire. Il regarda sa montre, comme si je le retardais, et dit « Fais vite, papa, j'ai des plans ce soir. » Mais la maison revient bien à maman, non? Et les voitures? J'ai toujours adoré la Mustang. Et Pamela, ma femme, celle qui m'avait promis de m'aimer dans la maladie et dans la santé, celle autour de qui j'avais construit toute ma vie d'adulte, ne versa pas une larme. Elle ne me prit pas la main. Elle ne sembla même pas surprise. Elle se contenta d'acquiescer vers nos enfants, comme s'ils discutaient calmement de la répartition des meubles, et dit « C'est pratique d'en parler maintenant, Roland. » À cet instant, j'ai compris que le cancer n'était pas la seule chose qui me tuait. La froideur dans cette pièce, le calcul dans leur regard, la façon dont ils me voyaient déjà comme un cadavre avec un compte en banque, m'a brisé bien plus que n'importe quel diagnostic. Alors j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient, une lecture de testament qu'ils n'oublieraient jamais. Parce que parfois, le meilleur miroir qu'on puisse tendre à quelqu'un, c'est de lui montrer son propre reflet quand il pense que personne ne regarde. Et ma famille, elle allait bientôt se voir telle qu'elle était vraiment. Je m'appelle Roland Thatcher, et pendant 38 ans, j'ai servi comme chef des pompiers à Denver, dans le Colorado. Chaque matin, pendant près de 4 décennies, je me réveillais en sachant que la pire journée de quelqu'un pouvait dépendre de mes décisions. J'ai sorti des familles de bâtiments en flammes, tenu des enfants en pleurs pendant qu'on cherchait leurs parents, et vu des jeunes pompiers devenir des héros sous mes ordres. Ce métier m'a appris le sacrifice, ce qui compte vraiment quand tout s'effondre. Je n'aurais jamais cru devoir appliquer ces leçons à ma propre famille. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, avec les honneurs, une pension solide et assez de médailles pour remplir un mur. Le maire m'a serré la main pendant la cérémonie, Pamela à mes côtés, souriante pour les caméras. Bridget et Colton, assis au premier rang, consultaient leur téléphone entre 2 applaudissements. Je me suis dit qu'ils étaient occupés, que leur vie commençait tandis que la mienne ralentissait. C'est ce que font les parents, non? On trouve des excuses à ceux qu'on aime. Notre maison à Cherry Creek n'était pas la plus grande du quartier, mais elle était à nous. Chaque brique, chaque meuble soigneusement choisi représentait des années d'heures supplémentaires et de fêtes manquées. Le sous-sol abritait ma fierté, une collection de voitures classiques que j'avais restaurées moi-même, une Mustang Fastback de 1967, une Plymouth Barracuda de 1970 et une Camaro SS de 1969. Ensemble, elles valaient environ un demi-million de dollars. Pas parce que j'étais collectionneur, mais parce que travailler sur ces voitures me gardait sain d'esprit après avoir vu tant de vies partir en fumée. Mes comptes de retraite contenaient encore 2 millions. Pas riche pour Denver, surtout à Cherry Creek, entouré de chirurgiens et de cadres de la tech, mais à l'aise. Plus qu'à l'aise. C'était tout ce qu'un pompier pouvait espérer laisser derrière lui. J'avais tout planifié, assez pour que Pamela vive sans souci, assez pour aider les enfants à acheter une maison, peut-être même à financer les études des petits-enfants que j'espérais encore voir naître. Pamela et moi nous étions rencontrés en 1992 lors d'une collecte de fonds, le service des pompiers aidait à servir le repas de Thanksgiving dans un refuge, et elle était là avec son groupe paroissial. Elle servait la purée, moi la dinde, et quand nos regards se sont croisés à travers la vapeur, j'ai su que mon avenir venait de se fixer. Elle avait ce rire qui remplissait la pièce, cette manière de faire sentir à chacun qu'il comptait. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du refuge, puis sommes restés dans mon camion jusqu'à l'aube à imaginer notre vie.
Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard, dans une petite cérémonie à l'église de ses parents. Son père m'a pris auparavant de la conduire à l'hôtel et m'a dit, « Roland, elle a un bon cœur, mais les cœurs changent. Garde le tien stable, quoi qu'il arrive. » À l'époque, j'avais trouvé ce conseil étrange. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voyait que je ne pouvais pas. Quand Bridget est née en 1994, je combattais un incendie à 5 alarmes dans une zone d'entrepôt. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle dormait déjà dans les bras de Pamela. J'ai pleuré comme jamais, promettant à cette petite fille de lui donner tout. Les meilleures écoles, des cours de danse, une voiture pour ses 16 ans. J'ai tenu chaque promesse, même si cela voulait dire rater ses récitals et ses matchs de foot. Colton est arrivé 3 ans plus tard, au cœur d'une tempête de neige. Cette fois, j'étais là, aux côtés de Pamela pendant 18 heures d'accouchement. Il est né fort, obstiné, et j'ai vu en lui mes propres poings serrés. Je lui ai tout appris, lancer une balle, changer l'huile, serrer une main comme un homme. Mais quelque part entre lui apprendre à devenir un homme et être son père, je l'ai perdu au profit d'une promesse que je ne pouvais pas concurrencer, celle de l'argent facile. En y repensant, les signes étaient là. Pamela avait lancé son club de lecture il y a 10 ans, mais les livres ne changeaient jamais. Ses cours de yoga duraient 4 heures. Elle recevait des messages qui la faisaient sourire comme je ne l'avais plus vue depuis longtemps, rangeant son téléphone dès que j'entrais. Bridget n'appelait que pour l'argent du loyer ou une signature pour une nouvelle carte de crédit. Les visites de Colton se terminaient toujours par une demande d'emprunt qu'il ne remboursait jamais. Mais j'étais Roland Thatcher, chef des pompiers, protecteur, pourvoyeur. Je pensais pouvoir tout réparer, avec du travail, de la patience et de l'amour. Même quand le docteur Morrison m'a expliqué que le cancer s'était propagé au foie et aux poumons, que 6 mois était un pronostic optimiste, j'ai d'abord pensé à eux. Comment allaient-ils réagir? Que pouvaient-ils avoir besoin? Comment leur faciliter cela? Le trajet du retour fut 23 minutes de silence total. Pamela conduisait, et je regardais Denver défiler, peut-être pour la dernière fois avec des yeux clairs. Les montagnes au loin semblaient plus nettes, plus belles. Chaque coin de rue portait un souvenir. J'avais passé ma vie à courir dans des bâtiments en feu. Maintenant, le feu était en moi, et je n'avais nulle part où fuir. Les talons de créatrice claquaient sur le parquet, accompagnés de plaintes sur la circulation et la pluie qui allait ruiner sa nouvelle tenue. Elle m'embrassa distraitement sur la joue, le même geste automatique qu'elle faisait depuis l'université, comme si elle cochait une case. Colton entra en traînant les pieds, portant un jean qui valait plus que mes vêtements de toute une année. Son parfum était si fort qu'il me piqua les yeux. Il gardait son téléphone face vers le haut sur la table, y jetant un regard toutes les quelques secondes, les doigts nerveux, comme un drogué. Quand je lui demandai des nouvelles de son travail dans la concession automobile, il marmonna quelque chose à propos de quotas difficiles, sa manière d'amorcer une nouvelle demande de prêt. Pamela avait préparé un poulet rôti, mon plat préféré, mais il avait un goût de sueur. Nous avons joué le rôle d'une famille normale autour du dîner. Bridget parlait des taux d'intérêt qui freinaient ses ventes immobilières. Colton se plaignait de son patron. Pamela mentionna le voyage à Aspen de son club de lecture, me demandant si cela me dérangeait qu'elle parte un week-end. Personne ne me demanda comment j'allais, malgré ma perte de poids, ma peau jaunie que je voyais moi-même dans le miroir. Je posai ma fourchette, le tintement contre l'assiette résonna comme un coup de tonnerre. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Bridget ne leva pas les yeux de son téléphone. Colton prit un autre petit pain. Seule Pamela me regarda, une expression indéchiffrable dans les yeux, impatience, attente peut-être. On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas, stade 4. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. Le silence dura exactement 3 secondes. Je les ai comptés, observant leur visage assimiler la nouvelle. J'attendais des larmes, des cris, de la colère devant l'injustice. Ce que je vis, ce fut du calcul. Bridget posa son verre avec soin, son sourire d'agent immobilier se remettant en place. Alors, quand lit-on le testament? Je veux dire, on devrait s'occuper de tout ça dès maintenant, non? Il y a des questions fiscales à régler. Ces mots me frappèrent comme des coups. Ma fille, la petite qui autrefois venait se blottir dans mes bras après un cauchemar, partageait déjà mes biens dans sa tête. Colton éclata de rire, un aboiement sec qui me retourna l'estomac. Ouais, papa, fais vite. J'ai un rendez-vous à 8 heures et la circulation va être infernale. Mais sérieusement, la maison revient à maman, non?
Et les voitures? J'ai réclamé la Mustang il y a des années. Je regardais ma femme, attendant qu'elle les reprenne, qu'elle montre ce reste d'instinct maternel qui la poussait autrefois à faire du bénévolat. Elle hocha simplement la tête en découpant son poulet. C'est pratique d'en parler maintenant, Roland. Inutile d'être sentimental. La mort, c'est comme les affaires. Mon fils pianotait déjà sur son téléphone. C'est combien, déjà, la police d'assurance vie? Juste pour savoir où j'en suis avec mes prêts étudiants. T'es prêt? Demandai-je d'une voix vide. Tu as obtenu ton diplôme il y a 6 ans. Il haussa les épaules. Ouais, mais je les ai reportés. Je me disais qu'une fois que tout sera réglé, tu vois. Bridget sortit son iPad. La maison vaut au moins 800 000 dans ce marché. Papa, tu devrais peut-être la mettre dans une fiducie, pour éviter la succession. Il continuait à parler, à planifier, à calculer, pendant que je mourais déjà à l'intérieur, pour des raisons sans rapport avec le cancer. Pamela quitta la table pour répondre à un appel, et j'entendis sa voix basse et excitée, « Richard? Oui, on vient d'apprendre, 6 mois. Peut-être moins si on a de la chance. De la chance. Ma femme depuis 32 ans venait d'appeler ma mort une chance. Ce soir-là, après leur départ, je restais seul dans mon bureau, face aux photos de ma carrière de pompier. Sur chaque image, je sauvais des vies, je serrais la main du gouverneur, je courais vers le danger. Et pourtant, je n'avais pas su sauver ma propre famille de devenir étrangère à mes yeux. Mon frère Denis appela vers 10 heures. Les nouvelles circulent vite quand un héritage est en jeu. Sa voix grave résonna à travers le combiné. J'ai appris pour ton diagnostic. Comment tu tiens le coup? Pour la première fois depuis l'annonce du médecin, je craquai complètement. Les larmes jaillirent tandis que je lui racontais tout, le cancer, les mots de Bridget, le cynisme de Colton, l'appel de Pamela à ce Richard où elle avait parlé de ma mort comme d'une chance. Denis resta silencieux un long moment, puis dit, « Roland, tu te souviens de ce que papa nous a appris avant de mourir? Montrer aux gens qui ils sont vraiment. » Notre père, dur mais lucide, avait rassemblé toute la famille élargie quand il était à l'agonie, observant les vautours venus flairer l'héritage de sa quincaillerie prospère. Il avait annoncé qu'il léguait tout à une œuvre de charité, juste pour voir leur réaction. La colère et la cupidité qui s'étaient déversées avaient révélé leur vraie nature. Ce n'est qu'après cela qu'il avait révélé son vrai testament, récompensant ceux qui avaient montré un amour sincère. Roland, continua Denis, tu as 6 mois. Tu peux les passer à les regarder compter ton argent, ou tu peux leur donner ta dernière leçon. C'est à ce moment-là que le plan prit forme. S'ils voulaient une lecture de testament, ils en auraient une. Inoubliable. Le lendemain, j'appelai Monsieur Kinland, notre avocat de famille. Je veux organiser une lecture de testament la semaine prochaine. Oui, je sais que je suis encore en vie, c'est tout l'intérêt. Ses yeux perçants me fixèrent. Que voulez-vous faire, Roland? Leur montrer ce qu'ils sont devenus. 3 heures plus tard, le document était prêt, chaque mot choisi avec soin, chaque révélation calculée. Les jours suivants, je jouais mon rôle à la perfection. Pamela retrouva soudain un intérêt passionné, Colton et Bridget rivalisaient d'attention, chacun espérant sa part. Et la veille du jour fatidique, Pamela, vêtue de lingerie oubliée depuis des années, me souffla d'une voix sucrée, « Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je t'aime. » Nous avons construit quelque chose de spécial ensemble. Je la regardais. Cette femme que j'avais autrefois aimée à en perdre la raison ne m'inspirait plus qu'une triste ironie. Oui, répondis-je. Nous avons certainement construit quelque chose. Le jeudi arriva, clair et vif, l'un de ces jours parfaits à Denver où l'on en oublie presque l'hiver. Le bureau de Kinland occupait tout le 16e étage d'une tour de verre et d'acier dominant les montagnes. J'arrivai tôt, seul dans l'ascenseur, chaque étage montant comme les années de ma vie qui défilaient. Lorsque les portes s'ouvrirent, Kinland m'attendait, un café à la main, le sourire grave. Des doutes, demanda-t-il. Non, des 3e et 4e pensées peut-être, mais plus de retours possibles. Denis arriva ensuite, son visage buriné de propriétaire de ranch jurant avec le marbre et le cuir. Il m'enlaça avec cette force fraternelle qui me rappela que, malgré les années et la distance, nous étions toujours frères, toujours du même sang. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Roland, tu rentreras à la maison avec moi. Maria a déjà préparé ta chambre. Puis vint ma famille, et la transformation fut saisissante.
Il s'était habillé comme pour annoncer une fusion d'entreprise. Pamela portait le tailleur Chanel noir que je lui avais offert pour nos 25 ans de mariage, et le collier de diamants de nos 20 ans brillait à sa gorge. Chaque bijou que je lui avais offert ornait son corps comme une exposition de ma valeur nette. Bridget s'était surpassée dans une tenue de créateur valant probablement plus qu'une mensualité de crédit immobilier. Son maquillage était impeccable, sa coiffure professionnelle. Elle semblait prête à conclure l'affaire de sa vie, ce qui, dans son esprit, devait être vrai. Elle m'embrassa sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres que je ne pris même pas la peine d'effacer. Colton, lui, portait un véritable costume 3 pièces, la première fois depuis sa remise de diplôme. Ses chaussures brillaient, ses cheveux étaient lissés. Il ressemblait à une version plus jeune de moi, si j'avais choisi la cupidité plutôt que le service. Il tira même ma chaise, incarnant à la perfection le fils dévoué. Merci à tous d'être venus, commença Kinland une fois tout le monde assis autour de la table de conférence. La ville s'étendait sous nos yeux à travers les baies vitrées, la vie continuant pendant que ma famille se préparait à festoyer sur mon cadavre symbolique. Monsieur Thatcher m'a demandé de lire ce document dans son intégralité. Veuillez garder vos questions pour la fin. Il ouvrit une chemise en cuir avec solennité. Pamela se pencha, Bridget avait déjà sorti son téléphone pour faire des calculs, Colton souriait. Ceci n'est pas un testament, lut Kinland, d'une voix grave comme un juge rendant son verdict. C'est une déclaration de vérité de Roland James Thatcher, saint d'esprit mais le cœur brisé. Le visage de Bridget se vida de toutes couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça, protesta-t-elle, mais Kinland poursuivit. À ma famille, qui m'a montré que l'amour avait un prix. Votre réaction à mon diagnostic a révélé plus que n'importe quelle confession. Bridget, tu as demandé à propos de l'héritage avant même de parler de traitement. Tu t'es inquiété des implications fiscales pendant que ton père, mourant, te regardait. En 32 ans, je n'ai jamais voulu t'enseigner que l'argent valait plus que la compassion. Pourtant, c'est la leçon que tu as apprise. Papa, sanglota Bridget. Ce n'est pas drôle. Colton, continua Kinland. Tu as regardé ta montre pendant que je t'annonçais ma mort. Tu as demandé pour les voitures avant de t'enquérir de ma douleur. Tu as fait des plans de dîner tout en calculant les funérailles. Le garçon à qui j'ai appris à faire du vélo est devenu un homme qui avance dans la vie en profitant du travail des autres. C'est absurde, s'écria Pamela, perdant enfin sa contenance. Roland, quel genre de jeu malade est-ce ? La voix de Kinland resta imperturbable. Pamela, tu as hoché la tête quand nos enfants ont traité ma mort comme une transaction commerciale. Tu as appelé Richard dans l'heure pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, je sais pour Richard. Je le sais depuis 2 ans, l'homme de ton club de lecture, celui avec qui tu planifies un avenir, fondé sur mon assurance vie. Le silence tomba. Même le bruit de la ville sembla disparaître. Avec effet immédiat, poursuivit Kinland, j'ai transféré tous mes biens, à l'exception de mes dépenses essentielles, dans la fondation caritative Roland Thatcher, gérée par mon frère Denny. La maison sera vendue et le produit versé au fonds des veuves et orphelins des pompiers de Denver, le même auquel j'ai contribué pendant 38 ans, pendant que tu te plaignais des déductions sur mon salaire. Les jambes de Bridget cédèrent, elle s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Non, ce n'est pas légal. Tu ne peux pas faire ça. La collection de voitures a déjà été donnée à la fondation des anciens combattants. Ils sont venus les chercher hier pendant que tu étais au travail, Pamela. Les comptes d'investissement ont été liquidés et redistribués à divers organismes de recherche sur le cancer. La maison de vacances à Vaille, que tu ignorais, héritée de mon père, a été donnée à un centre de réinsertion pour anciens toxicomanes. Colton tomba à genoux près de moi, me saisissant les mains avec désespoir. Papa, s'il te plaît, on ne le pensait pas. On était juste sous le choc. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et mon appartement ? Ma vie ? Je changerai, je te le jure. De plus, continua Kinland, Pamela, les papiers de divorce te seront remis demain. Tu recevras exactement ce que prévoit le contrat prénuptial, la Honda Civic de 1998 que tu conduisais quand nous nous sommes rencontrés et tes effets personnels. Ton avocat, que tu paies en secret avec notre compte commun, a déjà été informé. La salle explosa. Bridget sanglotait, son mascara coulant en rivière noire sur son visage détruisant le maquillage qu'elle avait préparé pour célébrer son héritage. Elle tenta d'appeler ses associés immobiliers,
cherchant à expliquer que l'investissement promis, l'argent déjà dépensé dans son esprit, n'existait plus. Aucun ne répondit. Même ses partenaires sentaient l'odeur du désespoir. Colton restait à genoux, suppliant comme un joueur ayant tout perdu. « Papa, je reviendrai vivre à la maison. Je prendrai soin de toi. Je t'accompagnerai à chaque rendez-vous, je te tiendrai la main pendant la chimio, n'importe quoi. Donne-moi une autre chance. » La transformation de Pamela fut la plus brutale. La femme composée qui avait accepté ma mort devint furie. 32 ans, Roland. Je t'ai donné 32 ans de ma vie. J'ai élevé tes enfants, tenu ta maison, souri à chaque dîner ennuyeux, ri à chaque histoire idiote de la caserne. Tu me dois ça. En réalité, intervint Kinland, sortant un autre document, selon ses messages échangés avec Richard il y a 2 ans, tu planifiais, je cite, d'attendre que le vieux fou crève et de tout prendre. Souhaites-tu que je continue? Il y a un passage intéressant où tu espères que Roland ne prenne pas sa retraite trop tôt pour avoir le temps de transférer les fonds vers ton compte privé. Le visage de Pamela vira au blanc, puis au rouge, puis à une teinte inconnue. Elle saisit son sac, me pointa du doigt, tu le regretteras, Roland. Quand tu mourras seul, sans personne pour te tenir la main, souviens-toi de ce moment. Denny se leva lentement, imposant le respect. Il ne sera pas seul. Roland viendra vivre avec Maria et moi au ranch. Nos enfants, sa vraie famille, ont déjà préparé sa chambre. Nous serons à ses côtés, non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Tandis que Kinland rangeait ses papiers, il s'adressa une dernière fois à ma famille, le testament original, le vrai, était simple, tout devait être partagé également entre vous trois. Roland l'avait écrit ainsi parce qu'il vous aimait. Mais l'amour sans respect n'est qu'obligation, et l'obligation sans bienveillance n'est que cupidité en attente d'opportunité. Je me levai, plus stable que depuis des semaines. Le poids qui m'écrasait depuis le diagnostic n'était pas le cancer, c'était de devoir feindre que ma famille m'aimait encore. Alors que j'atteignais la porte, Colton cria une dernière fois, « Papa, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » Je me retournai, regardant ces 3 personnes que j'avais jadis cru être mon monde. Je ne vous ai rien fait. Je vous ai seulement montré ce que vous vous êtes fait à vous-même. Quand quelqu'un que vous prétendez aimer vous dit qu'il va mourir, et que votre premier réflexe est de penser à l'argent, vous avez déjà tout perdu. L'héritage que vous désiriez tant, vous l'aviez déjà reçu depuis longtemps, dans chaque sacrifice, chaque heure supplémentaire, chaque anniversaire manqué pour assurer votre avenir. Vous avez dilapidé cet héritage en indifférence. Les 3 derniers mois ont été une révélation. En vivant dans le ranch de Denny, j'ai découvert ce que le mot « famille » signifie vraiment. Maria cuisine avec amour, non par obligation. Leurs enfants parcourent 2 heures chaque week-end juste pour s'asseoir sur le porche et écouter mes histoires. Ils ne me parlent ni d'argent, ni de maison, ni de voiture. Ils me demandent comment je me sens, quels sont mes souvenirs préférés, si je veux regarder le coucher du soleil depuis le pâturage et ou le champ ouest. Mon infirmière, Joyce, qui vient 2 fois par semaine, m'a dit hier quelque chose de profond, « Monsieur Thatcher, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Ceux entourés d'un véritable amour brillent différemment. Ceux entourés de cupidité s'éteignent avant même d'être partis. Vous brillez, Roland. » Bridget a envoyé une lettre la semaine dernière, 4 pages d'excuses et de promesses. Elle prétend avoir changé, que la perte de l'argent lui a appris ce qui compte vraiment. Mais Denny a intercepté son appel à un avocat pour se renseigner sur la contestation de la fondation caritative. Les vieilles habitudes meurent plus difficilement que les patients atteints de cancer, apparemment. Colton a laissé 17 messages avant que Denny ne bloque son numéro. Dans le dernier, il avouait avoir déjà emprunté sur son héritage attendu et devoir maintenant de l'argent à des gens dangereux. Il ne m'appelait pas par amour, mais parce qu'il avait encore besoin que je le sauve une dernière fois. Pamela a emménagé chez Richard le lendemain du divorce. L'épouse de Denny, Maria, a appris par ses amis d'église qu'ils se disputaient déjà. Il s'avère que Richard croyait Pamela riche, et qu'elle pensait que Richard serait son billet pour le luxe. 2 escrocs qui se sont escroqués l'un l'autre. Une forme de justice différente de celle que j'aurais pu imaginer. Voici ce que j'ai compris au cours de ces derniers mois, le cancer ne te tue pas d'un seul coup. Il t'enlève morceau par morceau, organe après organe, souffle après souffle. Mais voir ta famille révéler sa véritable nature, entendre ta fille calculer ta valeur alors que ton corps est encore chaud, voir ton fils regarder sa montre pendant que tu annonces ta mort,
sentir le soulagement de ton épouse à l'idée que tu partes bientôt, cela te tue instantanément et complètement. Et pourtant, dans cette mort, quelque chose d'autre est né, la vérité, brute, terrible et libératrice. Il me reste peut-être moins de 3 mois à vivre. D'après les derniers scanners, le cancer s'est désormais propagé à mes os. Chaque mouvement est une symphonie de douleur que la morphine peine à apaiser. Mais je suis plus riche que je ne l'ai jamais été. Denis me lit des histoires le soir. Maria me tient la main durant les nuits difficiles. Leurs enfants m'appellent « Oncle Roland » et le pensent sincèrement. Quand je mourrai, la fondation caritative aidera des centaines de familles frappées par la tragédie. Les veuves de pompiers recevront le soutien que je n'ai pas su leur offrir quand je cherchais encore l'approbation des miens. Les patients atteints de cancer bénéficieront de traitements que je ne peux plus recevoir. Mon histoire, cette histoire, rappellera aux autres que l'amour ne se mesure pas en héritage ni en lecture de testament. Parfois, il faut affronter la mort pour enfin comprendre la vie. Parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce qu'on n'a jamais eu. Et parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse faire à sa famille, c'est de lui montrer qui elle est vraiment, même si ce reflet détruit l'illusion qu'on a mis toute une vie à bâtir. Le cancer gagne peut-être contre mon corps, mais ce jour-là, dans le bureau de Quinland, j'ai remporté quelque chose de bien plus important. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai retrouvé ma vérité. J'ai gagné mes derniers jours entouré d'un amour sincère plutôt que d'une affection feinte. Je m'appelle Roland Thatcher. J'ai été chef des pompiers, mari, père. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un homme mourant honnêtement, entouré de gens qui m'aiment pour mes histoires et non pour mes économies. Et c'est la fin la plus riche qu'on puisse espérer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre propre famille, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur ce que le mot « famille » signifie pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres récits puissants qui nous rappellent à tous ce que signifie être humain. Car au fond, la seule véritable héritage qui compte est l'amour que nous donnons et recevons tant que nous sommes encore là pour le ressentir.